Donc, bienvenue à nouveau à toutes les personnes qui se joignent à nous pour cette suite de présentations de 2 jours dans le cadre de nos conférences virtuelles en lien avec le prochain colloque du CEF. Donc, la tradition est toujours de demander à nos nouveaux membres de présenter leur parcours, leur programmation de recherche, histoire de se faire connaître par l'ensemble de la communauté et de faire en sorte que, éventuellement, les interactions puissent s'établir entre chercheurs et chercheuses des autres constituantes du CEF. Et aussi, c'est toujours une fenêtre intéressante pour les étudiantes et les étudiants qui voudraient entamer des projets de recherche avec nos nouveaux membres. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Miguel Montoro Girona, qui est actuellement professeur, chercheur à l'UQAT depuis 2019. Miguel a fait son doctorat en foresterie à l'Université du Québec à Chicoutimi, sous la direction d'Hubert Morin. En 2017, il a soutenu sa thèse. Donc, 2 ans plus tard, il s'est retrouvé à obtenir un poste de prof-chercheur à l'UQAT et il est co-directeur du groupe de recherche en écologie de la MRC de l'Abitibi. Donc, aujourd'hui, il va vous présenter un peu beaucoup sa programmation de recherche. C'est les grands défis que ça pose et ça s'intitule « Le grand défi boréal, aménager la forêt d'une façon durable face au changement climatique ». Donc, un sujet qui, comme on le voit, prend de plus en plus d'ampleur et d'importance dans la réflexion qu'on fait au niveau de l'aménagement des territoires forestiers. Donc, sans plus tarder, je laisse Miguel vous présenter sa programmation et son parcours. Bonjour et merci Pierre pour la présentation. Vraiment, nous pourrions appeler le titre de cette présentation d'aujourd'hui, vous savez-vous le film Les Fils des Hommes? Moi non, mais ce titre serait parfait, le changer pour les Fils du CEF. Quand j'étais étudiant, j'étais toujours en train d'attendre ce moment de l'année parce qu'on pourrait rencontrer les collègues, savoir qu'est-ce qui se passe en la recherche en foresterie partout au Québec et pouvoir rencontrer un milliard de personnes qui après pourraient changer le cours de ta carrière. J'étais étudiant et toujours j'ai rêvé pour devenir professeur. Et il y a un jour, sur la scène d'une grande université en train de présenter ma recherche en le colloque du CEF. Par contre, j'ai imaginé ça comme on avait beaucoup de glamour, attention, tendresse de tous les collègues. Par contre, parfois, la réalité, c'est différent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'après une pandémie, et après une semaine où on a reçu assez de stagiaires dans mon laboratoire, je suis hyper épuisé. J'ai tendu faire une présentation spectaculaire, magique, tout ça. Finalement, j'étais hier à minuit en train de finir et en train de dire quelle présentation je vais faire aujourd'hui. Et conclusion, le bordel, c'est garanti pour aujourd'hui. Ces types de présentations sont très bien pour les professeurs à la retraite, mais pour les nouveaux profs qui ont un milliard de trucs à faire, c'est un peu la folie. Mais je suis content d'être aujourd'hui ici. Pourquoi? Parce qu'on a une chance de pouvoir parler de les personnes qui liderent de la recherche. C'est facile aujourd'hui d'avoir accès à tous mes articles et toute l'information de mon travail à un seul clic. L'information, c'est sur Internet. Mais connaître l'imagination, la créativité, le travail et les valeurs derrière d'un chercheur, que c'est le moteur qu'après fait qu'on construit et qu'on fasse des projets plus fous ou moins fous, c'est super important. Alors aujourd'hui, je vous invite à voyager sur mes sujets de recherche et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter à mon équipe et les projets que je vais faire en l'avenir. En résumé, on va faire un voyage, un passé, présent, futur de ma vie professionnelle. Et pour commencer, il faut voyager dans l'histoire. Et cette histoire pourrait commencer avec un conte qui s'appelle « Il était une fois en espagnol en Abitibi ». Il était une fois un garçon qui est né comme en conséquence de l'amour de jeunesse de mes parents. Et on parle d'une femme super déterminée et de caractère et un homme passionné, les deux hyper hippies. Avec mon frère, j'ai passé un des meilleures enfances qu'une personne pourrait avoir en Andalousie, et l'endroit de la joie,
et l'endroit où la météo, c'est parfait 350 jours à l'année. Je suis né dans le parc naturel de Cazorla. C'est la deuxième aire protégée la plus grande de l'Europe. Et je suis grandi dans une maison en pleine forêt. La forêt a fait partie de moi, de mon ADN, a fait partie de tout, de ma construction comme personne. Et j'ai toujours été très curieux. J'avais mon télescope, j'avais mon ciel, bueno, 40. Et vivre en forêt a conditionné ma vie, a conditionné mes valeurs, a conditionné surtout aussi ma façon de percevoir le monde. Ce n'est pas le même un enfant qui est né sur l'asphalte de la ville de Montréal qu'un enfant qui est né sauvage en pleine nature. Effectivement, ça a conditionné ma profession, a été le choix plus facile de ma vie. J'étais clair que je voulais me destiner à ça, était prédéterminé. Je vous montre ici une photo sur le terrain, un terrain dans lequel j'avais fait un inventaire de plans de haute montagne à Sierra Nevada. Sierra Nevada, c'est un parc national d'Espagne, même s'il y a un autre en Californie. Et cet endroit, il y a la neige presque toute l'année. Et on a uniquement 2 mois pour faire l'inventaire de fleurs. A été une des expériences plus cool de ma vie. Mais ma première expérience en recherche arrivait de la main de la toxicologie de la faune sauvage. Les animaux, oh, c'est beau la faune. J'étudiais comment les métaux lourds et les contaminants pourraient influencer l'état de santé de différents oiseaux de proie. Mais mon premier grand projet a été sur l'impact des métaux lourds et les organochlorés sur les dauphins. Ce projet était concentré dans la Méditerranée. Comme vous savez, bon, peut-être pas, on est en Amérique du Nord. La Méditerranée, c'est une mer fermée, ou presque fermée, qui a une pression industrielle très forte dans les pays du nord de l'Europe. Alors, c'est un dépôt parfait pour toute la contamination. Il y a un laboratoire idéal pour étudier comment la contamination et l'industrialisation pourraient affecter la population des dauphins. Cette expérience m'a permis de faire des contacts de dauphins en la mer, mais j'ai travaillé surtout avec les dauphins morts. Concrètement, 63 dauphins morts, étant des études du plus grand nombre de dauphins réalisés jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si la recherche avait conquéri mon corps, et la vie parfois arrive l'apocalypse, ou arrive une perturbation qui change tout en un seul seconde. T'arrive la loterie, t'arrive un divorce, t'arrive n'importe quoi. Moi, ma forêt a brûlé. Il était à 10 km de ma maison. On brûlait des paysages dans lesquels j'avais grandi, des paysages qui faisaient partie de mon univers. Et ça m'a posé un grand point d'inflexion professionnelle. Vous savez, le dilemme de Néron, Néron était un empereur romain. Et pendant que la ville était en train de brûler, il était en train de réfléchir et de fumer des cigarettes pour trouver quelle décision serait la meilleure pour couper le feu. Mais chaque seconde qu'il réfléchit, la ville continue à brûler. Qu'est-ce qui se passe? La nature a ce même dilemme aujourd'hui. On a besoin de problèmes vite faits de solutions vite faites à des problèmes qu'on a aujourd'hui. La recherche prend plus de temps. C'est la solution, c'est super important, mais prend plus de temps. Alors, j'avais ce dilemme-là, et j'ai décidé d'intervenir. Et je suis allé étudier un 2e bac en génie forestier. Après ce bac, j'ai travaillé au ministère, concrètement au ministère de la Forêt. J'ai évalué des projets dans le cadre de l'Union européenne. Chaque journée est une journée fou. J'avais un jour un projet de biodiversité, autre jour un projet de gestion durable d'incendie. Ça m'a permis de connaître beaucoup de sujets différents. Mais aussi m'a donné la chance de pouvoir travailler en ma forêt, en la lutte contre les incendies, et être ingénieur d'incendie. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens disent « Oh, mon travail, c'est super difficile. » Ça, c'est un travail difficile. Le plus difficile que jamais j'ai eu. La pression, c'est énorme. La responsabilité de toute l'équipe que tu es en train de gérer, mais aussi de l'équipement. Et qu'est-ce qui se passe? Que toi, comme pas beaucoup de temps pour prendre des décisions super importantes. Pour ça, tu mets en danger ta vie chaque fois que tu mets un pied dans l'hélicoptère pour sortir à intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Même si les 4 années au ministère étaient spectaculaires et j'adorais chaque journée là-bas, j'étais un peu fatigué. J'avais envie de nouveaux défis. Et même si ça m'a apporté beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas sorti de l'université. Mais moi, en mon cas, je viens avec un bagage complètement différent. Ça m'a fait apprendre, écouter et connecter avec les problématiques qu'on a aujourd'hui. Les problématiques de la rue, les problématiques de la région, les problématiques de partout. J'ai envie de nouveaux défis. Parce que je disais, c'est tout. Maintenant, c'est tous les journées comme ça. J'ai senti que tout était déjà programmé, prédéterminé. Il y avait une routine préétablie. Et j'avais envie de me libérer de tout ça. Un besoin énorme.
de sortir de qu'est-ce que s'attendait de moi. Et j'ai senti qu'il y avait une partie de ma créativité qui, en ce travail-là, n'avait pas de place. Et ça était en train de grandir. Et j'avais faim de rêve, faim d'aventure, faim de vivre au max et de suivre mes passions. Je voudrais plus de la vie, plus de tout. Et en ce moment, il faut être loyal avec toi-même, identifier qu'est-ce que sont tes passions, tes amours, et les suivre. Quand j'étais petit, j'avais un poster, un affiche de le parc national de Banff. Et j'ai toujours rêvé de connaître la forêt boréale canadienne. Parfois, la vie c'est en rose de trouver un super directeur, le meilleur que je pourrais trouver, et un super projet. C'est là quand j'ai décidé d'aller à étudier une façon différente d'aménager la forêt boréale. Et j'ai décidé de changer l'Espagne pour le Canada, le flamenco pour Céline Dion, la place de l'Andalousie pour un mètre de neige dans ma voiture, le chorizo pour le sirop d'érable, le taureau pour le sauvignon, et le plus difficile, le jambon pour la poutine. Et comme ça a commencé mon aventure au Canada, une aventure canadienne qui m'a donné un milliard d'opportunités. J'ai eu la chance de travailler avec Hubert en son labo. Il m'a donné un milliard d'opportunités, m'a montré l'importance de la recherche et surtout qu'est-ce que c'est avoir un encadrement humain. Mais même si paraît super joli, n'était pas toujours facile. L'adaptation dans un nouveau pays, c'est quelque chose, un bon québécois. Et j'ai pensé que le plus difficile serait de monter dans l'avion et de dire bye à ma famille, à mes amis. Mais non, le plus difficile, c'est construire une vie dans un pays qui n'est pas le tien et commencer de zéro. Et avec une nouvelle langue, comme le français, que quand je suis arrivé, j'avais un accent encore plus sexy qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est encore sexy. Hein? Je l'avais dit à mon assistant de terrain pendant ma première session de terrain, hey, Émilie, il faut que tu mesures la profondité du soleil. Je voulais apprendre le français super vite. Le mot liberté, fraternité, en espagnol, c'est libertad, fraternidad. Profundidad, c'est profondeur. La règle ne marche pas. Mais est-ce que soleil, c'est sol en espagnol? Sol de... Vous comprenez? C'était vraiment un bordel absolu, que vraiment a été hallucinant. Laquelle m'a permis de comprendre de nouveaux concepts. Comment le concept de congélation génitale. J'ai eu la chance d'expérimenter qu'est-ce que c'est ça, en train de faire une randonnée dans le mont Jacques-Cartier avec Hubert, et de sentir qu'est-ce qui arrive à ton corps quand on expérimente des températures assez extrêmes. Inoubliable. Aussi, j'ai vécu plusieurs hivers québécois, mais pas les hivers de Montréal. Non, les hivers de la Lituanie, les hivers de l'Accent, les vrais hivers. Je ne m'imaginais non plus que je vais faire autant de bonhommes de neige. Et maintenant, je suis devenu un expert. Il y avait beaucoup de créativité. Mais la chose que j'ai aimé le plus de mon expérience de doctorat a été mon rendez-vous Tinder préféré, a été avec la forêt boréale. Il y a pas beaucoup de fois en la vie qu'il y a un truc qui dépasse notre imagination. Non? J'ai vécu ça avec la forêt boréale. C'était encore plus vaste que j'imaginais. Et c'est ça la chose qui m'a fait vraiment rester ici et toujours tomber amoureux d'absolument tout. Une fois que mon doctorat était fini, j'ai décidé de partir en Suède. J'étais là-bas 2 ans en train de travailler sur un projet qui essayait de trouver des solutions à des conflits qui n'ont pas de solution. Mais a été super cool. Des conflits comme la chasse, le management et le broutage de les réunions. Il y avait une offre super cool pour devenir professeur en management. Mais je me suis dit, c'est trop jeune. Même si c'est mon rêve, c'est trop jeune. Et jamais il faut se dire ça. Ou jamais il faut se mettre des limites. Il faut appliquer, il faut aller à tout ce que tu veux, spécialement si on parle de notre rêve. J'ai appliqué et moi, de 2 ans, après finir mon doctorat, j'ai devenu un professeur en sylviculture à l'OCAT à étudier des recherches sur les forêts. Mais n'était pas assez. On avait envie de créer un truc identitaire et une façon différente de faire la recherche. On avait envie d'intégrer l'écologie en son ensemble, l'aspect aquatique et l'aspect social et surtout l'aspect aussi forestier. Et comme ça, mes collègues Annie Desrosiers, Fabio Gianaretti, Yoann Grobois et Suzy Basile, on a décidé de créer un groupe de recherche pour essayer de faire une recherche qui répond à les problèmes de Milo, avec les Milo, pour et par les Milo. Ça a donné une autre dimension à ma carrière parce que ça fait que je me sens utile chaque jour en train d'aider à une région à aborder ces défis.
Alors, j'ai réalisé un de mes rêves. Toujours j'avais envie de faire mes projets, toujours j'avais envie que ma créativité, de diriger moi mon équipe, de sélectionner moi mon équipe, et ça est devenu une réalité. Et maintenant, j'ai la meilleure équipe possible. Mais on revient à la question, en espagnol, en ABTV, reviens. Je suis certain que si je vous dis fermez les yeux. Imagine l'Espagne, hey, personne ferme les yeux. Mais toi, oui, c'est clair. Tout le monde imagine place, fête et taureau. Bien. Mais l'Espagne, c'est aussi un pays qui a été un refuge géographique en la dernière glaciation. Il y avait un refuge de la biodiversité. C'est un endroit super montagneux. Et en plus aussi, c'est un endroit, s'il vous plaît, c'est un endroit qui représente la quatrième forêt plus grande de l'Europe. Mais spécialement, les choses qui fait plus intéressant dans l'Espagne, comme dans tous les pays européens, c'est son histoire. Ce sont des pays experts en quoi? En transformer et exploiter les ressources naturelles pour se développer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On parle de... Vous savez combien de forêts naturelles il y a en Europe versus le Canada? Personne? 4%, 2% en chaque pays? Ça pourrait varier. Ici au Canada, il reste presque la moitié, 40% approximativement. La chose qui arrive, c'est que ces pays-là sont développés, ont coupé toute sa forêt pour construire des bateaux pour faire la guerre, pour construire des grandes cathédrales comme à Notre-Dame, pour faire de l'agriculture comme à Lebon, l'huile d'olive et du vin, bien sûr. Mais par contre, on fait beaucoup d'erreurs en le management. Ici, qu'est-ce qu'on a? La chance de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Et pour ça, en espagnol, en ABTV, pour apporter pas mal de choses. Maintenant, je voulais que vous voyagiez à Cuba. Non, on va voyager pour mon expérience. Je vous demande autrefois de fermer votre jet. Imaginez la forêt boréale. Personne ne le fait? Je suis certain que tout le monde a une image comme ça paradisiaque. Mais la forêt boréale, c'est aussi ça maintenant, une forêt coupée. Et une forêt aussi fragmentée ou exploitée. L'histoire qui arrive, c'est que c'est la conséquence d'un monde qui est surpeuplé, un monde qui a besoin de beaucoup de ressources naturelles et qui a beaucoup de demandes pour se développer. Pour ça, plus d'exploitation, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, en plus, on est coupé avec une la technologie permet qu'on est capable d'exploiter plus rapidement et à plus grande échelle les ressources naturelles. En conséquence, arrive plus de dégradation des écosystèmes. Au niveau de la demande mondiale du bois, un des ressources principales de la forêt, on attend que va être doublé d'ici à 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir continuer à exploiter la forêt. Et si on n'arrive pas à l'aménager d'une façon différente, on va avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est les grands changements de paradigme qu'on est en train de vivre. Nous voulons aménager la forêt, pas uniquement pour la production de lignon, mais pour tout, pour la société, pour l'économie, pour l'écologie. Et c'est là le grand défi. Pour ce faire, il faut, premièrement, développer de nouvelles techniques sylvicoles avec la sylviculture. Connaître et reconstruire les perturbations et s'anticiper à l'avenir, comment améliorer les perturbations de le futur. Et quel impact fait autant les perturbations que la sylviculture dans la dynamique. Ça, c'est mes expertises principales et tout ça se met ensemble dans une grande boîte que c'est comment aménager la forêt face au changement climatique. Avec ça, j'ai créé 4 axes de recherche. Un concentré sur la sylviculture, autre sur le changement climatique, les perturbations naturelles et un dernier sur les interactions forêt-lac. Pour la sylviculture, même si le Canada c'est le 3e pays au monde en surface forestière, les 93% de la surface, approximativement, c'est coupé avec la CPRS, ou la coupe totale. Ça voudrait dire qu'il faut diversifier au niveau sylvicole parce qu'on est en train de couper de la même façon et créer des mêmes types de structures un peu partout. Et pas être adapté, même si les forts sévères sont très prédominants, ne sont pas les perturbations principales selon quelques endroits. Il y a aussi des perturbations secondaires comme les épidémies qui sont importantes. Conclusion, il faut développer de nouveaux traitements sylvicoles comme les coupes partielles. Le problème principal qui arrive, c'est que les coupes partielles, on les peut déjà développer en Europe, il y a plus d'un siècle, et ne sont pas encore adaptés à les conditions canadiennes. Pour les adapter, il faut savoir comment les coupes partielles, quel effet vont faire en les chablis, est-ce qu'ils vont mourir beaucoup d'arbres, vont tomber beaucoup ou pas? Est-ce que les coupes partielles sont capables de promouvoir la croissance des arbres résiduels? Est-ce que les coupes partielles pourraient garantir un niveau de régénération assez à long terme? C'est une des questions de recherche que j'avais abordées. Et par rapport à la croissance, on avait déterminé
une réponse temporelle de la croissance caractérisée en 3 étapes. Ici, je montre l'estrament coupé en noir et le blanc, c'est le témoin. On voit que la coupe a promu la croissance. Mais il y a 3 étapes différenciées. Un premier choc en lequel il y a une diminution de la croissance. Après, il y a une croissance exponentielle jusqu'à la numéro 9 et après, descendre jusqu'à le niveau avant la coupe. Mais aussi, on a déterminé que les coupes partielles et l'effet qu'elles fait sur la croissance dépendent de beaucoup de facteurs. Ici, je vous montre l'outil de développement John Ilion et différents types de traitements. À l'intérieur, on voit en noir les arcs bordures et en gris les arcs intérieurs. On a vu que le développement John a dit plus fort à la coupe partielle et que les traitements aussi, qu'il y a un effet de traitement, qu'il y a des traitements qui favorisent plus et des autres moins. Et aussi que les arcs bordures ont poussé 2 fois plus que les arcs intérieurs de bande. Ça a été un des grandes contributions de cette étude-là, parce que ça voudrait dire que le patron spatial d'un couple pourrait influencer aussi la croissance. Quand j'étais en train de travailler avec les carottes, j'avais déjà vu ça. Vous voyez que c'est pas mal, les dernières 10 ans, pas mal grande, la croissance qui arrive. Et ça a permis d'être finaliste en rapport par les masses et de même parler avec les grands scientifiques sur cette découverte. Au niveau de la mortalité, on avait vu que le couple partiel, oui, on pousse la mortalité, mais un taux tolérable et modéré, comparativement à la réserve sémencielle, en laquelle il y a 60% de mortalité après couple. Conclusion, on avait vu que l'intensité de couple avait un lien direct avec la mortalité par Chablis. De plus, on avait vu le facteur principal qui conditionne la mortalité par Chablis. On avait vu que les arbres de gros diamètre produits ont une probabilité plus grande de tomber, surtout si sont en les bordures, que les blessures causées par la machinerie aussi pourraient influencer la mortalité par Chablis et l'âge du peuplement. Aussi, au niveau de la régénération, on avait vu que le couple partiel était capable de promouvoir presque le double de régénération que le témoin, et que même dans le cas du peuplement jaune, ici on voit en blanc la coupe totale, et en noir le témoin, on voit même que la coupe totale, la CPRS, avait une régénération inférieure à celle du témoin. Conclusion, le couple partiel pourrait promouvoir la régénération. Pour continuer ce super axe de recherche, actuellement, il y a 3 super personnes qui sont en train de travailler. Un, c'est mon étudiant Sang-Yu Kim, qui fait son doctorat avec moi, Louisa, un étudiant de postdoc, et Ruben Leroy. Avec Sang-Yu, je l'ai connu en Suède, pendant qu'il faisait sa maîtrise et moi mon postdoc. Avec lui, on avait la chance de travailler sur comment le couple partiel pourrait aussi être un outil pour conserver ou maintenir le niveau de biodiversité des champignons que les endroits pas coupés. On avait publié ça aussi pendant sa maîtrise. Il a gagné l'année passée le concours de le meilleur affiche du CEF. Avec Louisa, on avait travaillé aussi sur quels facteurs sont les plus responsables du succès de la coupe partielle. On avait vu que les caractéristiques d'un peuplement avant la coupe sont super importantes pour ils vont conditionner la réponse de la croissance, de la mortalité et de tout. On a même été la page de couverture avec cet article dans le journal Forest. Avec Martín, mon étudiant de l'Espagne, qui a commencé cet hiver, on est en train de travailler et de construire un réseau de coupe partielle en Abitibi qui s'appelle Abisilva. Et Martín, ce qu'il va faire, c'est rentrer en toutes les choses qu'on ne connaît pas sur le coupe partielle. 3 grands défis. Le premier défi, c'est qu'est-ce qui se passe en les périodes de choc de la coupe, les premiers 4 ans, et pourquoi et quels facteurs sont impliqués. Si les guerres racinaires ont une influence en les Chablis ou pas, et va continuer à travailler sur l'effet bordure et les phénomènes qui expliquent derrière ça. Aussi, on a la folie fongique, Jonathan Casavon, un nouveau étudiant à la maîtrise de doctorat, qui est en train de travailler de caractériser la biodiversité fongique de l'esquerre et qui même va étudier l'impact que les coupes et les traitements sylvicoles pourraient faire sur la biodiversité fongique. Maintenant, on rentre dans le volet perturbation naturelle. Nous avons 2 outils généraux pour aborder ce sujet-là. On a la dendrochronologie et on a la paléoécologie. Les 2 outils sont des machines pour voyager dans l'état et connaître le passé de nos forêts. Il n'y a pas beaucoup de fois dans la vie d'un scientifique que tu as la chance d'être dans l'endroit et en le moment et d'assister à une grande découverte scientifique. Mon collègue Lionel, pendant son doctorat, et dans l'équipe, on avait développé les techniques de sécage de papillons que Hubert vous avait raconté hier. Et avec ça, on était reconstruit à l'échelle de l'Holocène le régime des épidémies d'insectes. Ça, c'est un aspect super important parce que jusqu'à maintenant,
Toute l'histoire qu'on savait du passé à l'échelle de l'Holocène, les dernières 10 000 années, était par rapport au faux, mais les épidémies encore continuaient à être un grand défi, dû à la manque d'indicateurs, de pas l'indicateurs bon. Avec ça, on a publié un article et qu'est-ce qui se passe? Que manque encore plus d'informations et plus de compréhension sur l'intégration que fait les faux et les épidémies d'insectes au passé et comment on modulait les paysages forestiers. Pour ça, on va continuer la recherche avec mon étudiant Milva Druget, que c'est une collaboration en co-tutelle avec la France et elle va travailler et à reconstruire les épidémies d'insectes, de tordus et de les faux. Pour reconstruire les perturbations naturelles, la dendro c'est aussi un grand outil, un grand allié. On avait réalisé une étude de méta-analyse pour reconstruire les patrons spatio-temporels de la tordus à l'échelle du Québec, avec plus de 4 000 arbres. Un des bases de données de dendro, des plus puissants qu'on a aujourd'hui pour étudier la tordus. Ces bases de données avaient des sites partout au Québec de plus d'une dizaine de projets différents. Il y en avait même des sites en dessous de la limite nordique. C'est super intéressant à étudier. On avait découvert que dans les derniers siècles, les épidémies sont plus courtes et plus sévères que dans le passé. Et aussi que la dernière épidémie a même affecté presque toute la surface du Québec. Et même, on était identifié pour la première fois que même en dessous de la limite nordique, il y avait des sites qui avaient réagi à la tordus. Alors, on pense que, dû au changement climatique, la tordus est en train d'avancer vers le nord. OK? Ces résultats n'ont été publiés, mais ont permis surtout la conceptualisation d'un de mes premiers projets de recherche locale, qui a été pouvoir continuer avec ces grandes bases de données pour étudier les interactions climat-tordus, mais aussi pour construire des modèles qui vont pouvoir prédire comment les scénarios de tordus qu'on va avoir dans le futur. Beaucoup de fois, on connaît très bien les impacts de la tordus sur les arbres adultes, sur les bio. Par contre, pas sur les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la régénération et sa vulnérabilité par rapport à la tordus. C'est la question que je m'avais posée pour faire un de mes premiers projets de recherche avec mon étudiant Gianni Lavoie, qui avait fait son projet fin de bac avec moi. Je n'avais vu que les endroits coupés avaient plus de défoliation, les semis d'épinette noire, et que cette défoliation dépendait aussi de la distance. Les endroits qui étaient plus proches à la forêt résiduelle avaient moins de défoliation que si c'était plus éloigné, dû à l'effet de protection. Avec ça, on avait fait aussi, Gianni a continué avec moi pour faire sa maîtrise, et on avait ajouté les coupes partielles. On avait aussi vu que les semis qui sont après coupe partielle montraient moins de défoliation que celle-là qui était dans la coupe totale. On avait publié ces résultats aussi, et Gianni encore voulait continuer avec moi, et elle va faire son doctorat présentement pour comprendre l'impact que la tordus a fait en un des écosystèmes forestiers plus emblématiques du Québec, l'épinette de Pemmican. Il y a une autre perturbation que beaucoup de gens oublient, les grands oubliés, c'est notre castor. Grâce à une nouvelle approche chronologique, on a réussi avec Julie Pascal et pendant son projet fin de bac à étudier les patrons spatio-temporels de l'écoute. Ça veut dire quand le castor part de sa maison au reste. Et on a vu différents patrons d'alternance et de pas alternance. Cette collaboration a permis aussi qu'on fasse un autre projet en Patagonie, en lequel un jour, une personne avait la grande idée de prendre 20 castors de Manitoba et les amener sur la terre du faux. Ça est devenu une espèce invasive qui a modifié absolument tout l'écosystème au complet. Parce que c'est une espèce en plus ingénieure. Imagine, un invasif ingénieur, c'est trop. Et on a publié aussi ces résultats pour voir quels facteurs sont limitants en l'invasion de la population de castors. Mais n'était pas assez. Il a fallu castor, il faut que continue. Il y en a un super guerrière, que c'est l'étudiante Mélanie Arsenault, boursière du CRSNJ à la maîtrise, qui sont en train de travailler et de continuer les projets initiés et connaître plus sur la diète du castor et les patrons d'occupation du territoire. Autre perturbation dans mon groupe, mais aussi en forêt, c'est Gabriel Ventas, un étudiant qui a été supervisé initialement pour mon collègue Benoît Lafleur, et maintenant avec moi. Il va travailler, il travaille sur les impacts de la vers de terre sur la dynamique forestière. Dans l'achèvement climatique, les projets que j'ai en cours actuellement sont surtout de l'expérimentation. C'est là où devient magique. Mon étudiant Samuel Robin a un boule de cristal pour voir le futur de la germination en forêt boréale. Il est en train présentement de simuler différents scénarios de température et comment ça va affecter la germination des espèces boréaux.
Il a déjà des résultats presque finis et aussi a reçu sa bourse RSNG cette année. Pour étudier l'impact que les stress environnementaux font la croissance intraannuelle, on a installé des sites expérimentaux dans le cadre du projet Smart Forest avec Fabio Gennarretti. Notre étudiant Gianni Tiber est en train d'étudier comment les changements hydriques ou les substrats pourraient influencer la croissance des arbres. Grâce à une collaboration avec le Brésil que j'avais développée, mon étudiante Monica a rentré ici à faire un stage doctoral en laquelle on a travaillé sur la résistance à la gel de la yerba mate entre les espèces plus importantes au Brésil et aussi boursières de l'F40. Et maintenant, on arrive à un tour que les forestiers, sûrement qui vont être un peu... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est l'axe d'intégration forêt-lac. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on le demande à une personne de foresterie, dirait en forêt. Si on le demande à une personne d'écologie aquatique, dirait en beau lac. Par contre, on voit les deux trucs. Pierre, est-ce qu'il passe quelque chose? Ok, rien. On voit les deux trucs. Qu'est-ce qui se passe? Ici, les lacs sont capables de tout enregistrer, le charbon, les cigarettes de papillons, tous les changements qui se produisent dans la forêt, mais surtout, en nature, tout c'est une interaction, il n'y a pas de limite, même si on a le département des sciences aquatiques et le département de foresterie. Nous voulons casser cette mythe et pouvoir travailler ensemble et faire un vrai aménagement d'écosystème où tout s'est intégré dans la même boîte. Pour ça, c'est spécialement important la question de l'écologie aquatique et de lacs en une région comme la BTV, en laquelle il y a 20 000 lacs et en laquelle les coupes forestières sont super importantes. Pour ce faire, ici, on a un exemple d'engradation d'un lac qui n'a pas beaucoup d'apports terrestres à un lac qui a beaucoup, de l'esquerre jusqu'à un lac riche en argile. Et les choses qu'on voit, les couleurs marron, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la forêt dans le lac. C'est les contributions de la forêt au lac. Pour évaluer les impacts que les coupes forestières pourraient faire dans ce type d'écosystème, on a développé un projet avec mon étudiant Engi Vai, en lequel il va essayer de comprendre comment la coupe forestière pourrait altérer le fonctionnement dans le lac, de la communauté et même aussi de la biochimie. C'est un des projets les plus complexes qu'on a développé jusqu'à maintenant, parce que même s'il y avait 1000 lacs en Abitibi, trouver 6 lacs sans couper a été un défi presque impossible. Et surtout, il a fallu se mettre d'accord avec beaucoup de compagnies forestières pour faire un suivi en lequel tous les lacs soient coupés au même moment et pouvoir faire un suivi temporel continué. Les bancs riveriens, la recette magique, la seule outil sylvicole qu'on a pour préserver et protéger les milieux hydriques de la coupe forestière. Mais est-ce que vraiment vous croyez en les recettes magiques? Vous croyez vraiment que va mettre en tous les types de développement, en tous les types de substrats, ça marcherait? Moi, je ne suis pas sûr. Pour ça, mon étudiant Michel Dimod va travailler pour répondre à cette grande question en collaboration avec Guillaume et Cassandra. En Abitibi, on a la magie. On a la magie d'avoir un écosystème unique et singulier, les esquerres. Un écosystème qui a beaucoup d'enjeux, produit de l'eau potable de grande qualité, produit des graviers, produit probablement des pains gris super productifs, des probablement de champignons. Tout le monde voulait un chalet à côté d'un lac d'esquerre transparent. Par contre, a une biodiversité inconnue. Et mon étudiant, Aki Bassan, va essayer de décrire et de connaître qu'est-ce qui se passe dans la communauté de l'hémisphère jusqu'à les oiseaux, afin de comprendre comment c'est le fonctionnement de ce type d'écosystème. On a déjà vu que sont différents, mais on va attendre à septembre quand Aki va présenter ses résultats finaux. Les esquerres nous ont permis aussi de connaître qu'il y a des espèces identifiées pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue. Et on va continuer à développer ce grand axe de recherche actuellement. Le futur commence aujourd'hui, parce que je voulais vous présenter les projets qui s'en viennent en mon équipe. Présentement, Sabrina est en train de se préparer pour commencer un projet sur les impacts que les aménagements que les coupes forestières pourraient faire sur la biodiversité des esquerres. Mais aussi, il y a un projet, tous les projets, il y a les scènes à mourir, ils sont sur mais lui, c'est plus, parce que a été super difficile à faire. C'est un projet de mon service de découverte en lequel on a collecté des bio submergés pendant 12 siècles au fond du lac. Et avec ça, on va reconstruire la forêt pré-industrielle, les critères de coupe forestière. Et pour ce faire, si vous trop de selfies, je sais. Pour ce faire, mon étudiant Julie Pascal va commencer à l'automne pour travailler sur la reconstruction des perturbations.
Cristiano Vieira va travailler sur les impacts que la DRAF a fait sur les écosystèmes aquatiques. Et Amélie Bergeron va étudier les critères de coupe qu'il avait dans le passé et quel impact avait fait la coupe dans les problèmes actuels. Mais aussi, il y a des projets qui s'en viennent bientôt. Concrètement, en octobre, sera publié un de mes grands défis professionnels. Il y a 3 ans, j'avais commencé à écrire un livre en collaboration avec 150 scientifiques partout dans le biome boréal, 31 chapitres en lesquels on va aborder tous les grands défis de la forêt boréale pour donner des directions sur comment aménager la forêt face au changement climatique. Ce livre, en lequel je suis l'éditeur principal, en collaboration avec Sylvie Gauthier, Hubert Morin et Hubert Belleron, c'est un processus de production avec Springer. Et on espère bientôt pouvoir vous le présenter prochainement. Aussi, parce que je n'avais pas le temps de parler trop de le projet, je vous invite à le 31 mai vous connecter parce qu'on va faire un colloque sur les gréements et si vous voulez connaître plus sur les étudiants et ses travaux, vous êtes bienvenus. Avant de finir, je voulais vous demander une question. Qu'est-ce que c'est pour vous être chercheuse ou professeur d'université? Fermez les yeux. Non, ce n'est pas nécessaire cette fois. Sûrement que vous pensez que c'est une personne plate, vieux, déconnectée de la réalité, toujours au labo, qui porte des lunettes. Je ne suis pas au cours de ce truc. Peut-être un peu vieux maintenant, parce que je commence à vieux. Mais la histoire, c'est que c'est le travail le plus cool au monde. C'est une aventure permanente qui a changé ma vie, qui m'a révolutionné au complet, qui le donne autre dimension à ma vie, et qui ont besoin de rêveurs, de gens qui ont de l'imagination, de gens qui vraiment voulaient changer la réalité. Des rêveurs, mais des rêveurs d'action. Vous savez, il y a beaucoup de rêveurs qui disent « Oh, j'aimerais faire ça », mais après ne fait rien. Non, non, non. Des rêveurs qui disent de faire des trucs, OK? Alors, pourquoi ça? Parce que ça n'est force, rien incroyable, on peut construire. Alors, si vous êtes un rêveur, un aventurier et un passionné, et vous voulez faire une maîtrise sur n'importe quoi, appelez-moi par téléphone l'année prochaine, parce que maintenant mon équipe c'est au full, mais sérieusement, je serai là. La recette pour moi, c'est partager, c'est coopérer, c'est intégrer, c'est transmettre, c'est innover, c'est être original, c'est être impliqué avec la société, c'est la passion, c'est la persévérance, c'est la folie, c'est tout un art, et je voulais continuer à partager ça avec vous tous. Merci à tous mes étudiants, à toute mon équipe, qui me donne le soutien et qui fait possible les grands défis impossibles de ma recherche. À mes amis aussi. Merci. Merci, Miguel. Tu es fidèle à ta réputation d'être dynamique. Nous avons vu la panoplie d'étudiantes et d'étudiants qui sont déjà actifs dans ton laboratoire. Et comme tu l'as dit à toute fin, il va y avoir de la place l'an prochain probablement. Est-ce que... non, Pas la place, désolé. J'ai oublié de dire que quand je suis arrivé à Amos, était uniquement Annie de Rossi son équipe, mais on est devenu une équipe de 50 personnes maintenant et 4 professeurs. Il n'y en a pas même de bureaux. Alors, s'il vous plaît, appel d'urgence, faites-nous un bureau. Allez, bureau, s'il vous plaît. Écoutez, tu as un petit peu dépassé ton temps. On a peut-être du temps pour une question. Si quelqu'un a une question dans la salle virtuelle à nous poser. Je pense qu'avec mon accent tout très clair. OK, s'il n'y a pas de questions, ben, je veux dire, on te remercie, Miguel.